Cette conférence a été intitulée par les organisateurs et très justement, ce qui m'a été suggéré comme titre, c'est Jacques Lacan, l'inconscient. C'est un peu difficile de parler en 40 minutes de l'œuvre de Jacques Lacan, mais je vais essayer. Voilà. Alors, je vais rappeler d'un mot d'abord un peu la vie et l'œuvre de Lacan, simplement pour le resituer. Lacan est un psychanalyste français qui, après des études de médecine, s'est orienté vers la psychiatrie et passe une thèse de doctorat en 1932. Tout en suivant une psychanalyse lui-même avec un psychanalyste de l'époque, Rudolf Löwenstein, il intègre la Société psychanalytique de Paris en 1934. Mais ça n'est qu'après la Seconde Guerre mondiale que l'enseignement de Lacan commence à proprement parler. Par son enseignement, Lacan se réclame d'un freudisme véritable et prend nettement position contre certains courants du freudisme, et notamment le courant anglo-saxon de l'égo-psychologie, dominant donc dans le monde anglo-saxon. Lacan est l'homme de rupture provoquée ou subie, non seulement de par sa trajectoire théorique et ses propositions cliniques, qui provoquent des scissions au sein de la Société psychanalytique de Paris et lui valent même d'être exclu de la très puissante Association psychanalytique internationale, l'IPA. Il appartient, donc c'est un psychanalyste tonitruant, si vous voulez. Il appartient à la deuxième génération de psychanalystes français qui a été sensibilisé à la psychanalyse dans la mouvance surréaliste, puisque vous avez évoqué le surréalisme. Dans la mouvance du surréalisme, dont Lacan a côtoyé de nombreuses figures, entre Bataille, Breton et bien d'autres encore. Et d'ailleurs, il y a sans doute un rapport très fort entre la psychanalyse de Lacan, ses intuitions, un certain nombre d'intuitions théoriques, et l'histoire du surréalisme. Si Lacan n'a jamais rencontré Freud, qu'il aurait pu croiser à Paris, Roudinesco dit d'ailleurs qu'il s'est gardé de rencontrer Freud lors de l'un des séjours freudiens de Freud à Paris. Lacan a passé sa vie à étudier et à commenter les textes freudiens. Lacan a même donné à cette conversion très précoce d'un psychiatre français à l'œuvre de Freud et à la transmission de la psychanalyse un nom. Il a appelé ça le retour à Freud. L'œuvre de Lacan est une œuvre double. C'est d'abord une transmission clinique par rapport à son propre savoir de clinicien, mais c'est aussi une importante œuvre théorique. Un enseignement qui est aussi double parce qu'il se dédouble entre, d'un côté, un enseignement oral, des séminaires, et de l'autre, les écrits. Lacan n'a pas cessé de répéter que son discours s'adressait à des psychanalystes. Quoi qu'il en soit, ces séminaires, donc enseignés sans discontinuer de 1953 jusqu'à sa mort, et ses écrits, parus notamment en 1966, parle, me semble-t-il, au-delà des psychanalystes. Je vais essayer d'en dire un mot. Lacan n'a donc eu de cesse que de revenir à l'œuvre de Freud. Au fond, on ne comprend rien à Lacan si on ne lit pas Freud. Et d'ailleurs, Lacan, dans un jeu de mots célèbre, a dit à la fin de sa vie « Vous êtes lacanien, je vous laisse le rester, moi, je suis freudien ». Donc je vais quand même un peu parler de Freud parce qu'on ne peut pas parler de Lacan sans parler de Freud. Lacan donc n'a eu de cesse de revenir à l'œuvre de Freud pour mettre au jour la science, qu'est la psychanalyse, que Freud a voulu dégager de la biologie et de tout paradigme organique et orienté par le langage. Lacan a donc ajouté, si on veut, à l'édifice freudien sa propre conceptualisation nourrie du structuralisme et de la linguistique qui lui étaient contemporains. S'il n'est pas philosophe, à la différence de Freud, Lacan a beaucoup lu et beaucoup, ferraillé avec la tradition philosophique et les philosophes de son temps. Lacan est donc, et ça c'est reconnu même par ses objecteurs les plus coriaces, l'un des grands interprètes de Freud et l'un des grands passeurs de la découverte de l'inconscient. L'inconscient dont il va être question maintenant est donc une hypothèse, l'hypothèse freudienne, dont Lacan n'est donc pas l'inventeur, mais qu'il hérite d'une certaine manière en ligne directe de Freud. C'est le sens de ce que Lacan appelle la transmission de la psychanalyse. C'est un terme qui est très important pour lui, c'est son retour à Freud, c'est sa manière d'hériter de Freud et de continuer d'expliquer et de transmettre aux générations d'analystes et pas seulement la découverte de l'inconscient. Par son retour à Freud, Lacan revient donc sans cesse au texte de Freud et tente de déployer autant qu'il le peut les tenants et les aboutissants d'une découverte, l'inconscient, et d'une technique thérapeutique, la cure psychanalytique, en un mot, de la science freudienne. L'inconscient, vous le savez, n'est pas un axiome pour Freud, ni un principe, encore moins un objet de connaissance directe, mais jamais et seulement une hypothèse. Celle,
l'hypothèse de l'inconscient, donc, l'hypothèse d'une instance sans localisation organique ni expérience directe possible, qui gouverne la vie psychique de tous les individus. Cette hypothèse est appelée par Freud dans un texte de 1915 une hypothèse qu'il juge, Freud, légitime et nécessaire. Légitime, Freud soutient en avoir de nombreuses preuves cliniques indirectes mais patentes, et nécessaire parce que Freud dit et soutient que seule l'hypothèse de l'inconscient est de nature à expliquer des phénomènes psychiques, des idées, des motions bizarres, mais aussi des rêves, des lapsus, des actes manqués, des jeux de mots, dont Freud dit qu'autrement ils sont inexplicables. Freud soutient donc que ces formations de l'inconscient, le rêve, le jeu de mots, l'acte manqué, le lapsus, comme les appelle Lacan, ne sont pas de pures chimères, ni même l'effet du hasard. Ces formations de l'inconscient relèvent d'une causalité stricte et rigoureuse, qui est précisément l'inconscient. Et donc c'est à l'exploration de cette hypothèse scientifique et de la causalité implacable qui la soutient que s'attelle Lacan, et qui poursuit d'une certaine manière en cela l'œuvre freudienne. Je dis poursuit l'œuvre ou poursuit l'enquête freudienne à dessein. Lacan place en effet son enseignement sous le patronage d'un personnage de fiction que vous connaissez peut-être si vous avez lu une des nouvelles célèbres d'Edgar Allan Poe, qui s'appelle La lettre volée, auquel Lacan consacre un très célèbre séminaire qui est placé tout au début des écrits. Un certain Dupin, le premier d'ailleurs des détectives de l'histoire de tous les détective génial, qui retrouve la lettre volée, cette missive donc compromettante qui avait été subtilisée à la reine sous son propre nez, et que retrouve Dupin par toute une série de raisonnements et par une enquête très précise. Et Lacan suggère que, et d'abord place ce séminaire et ce texte de Poe au début des écrits, et suggère que cet écrit, ce texte de Poe, sert de parabole, dit-il, à la mise en évidence du statut de la lettre dans l'inconscient. Donc il fait de ce texte littéraire un usage très particulier. Il dit Dupin est le premier psychanalyste qui mène une certaine enquête, et cette lettre nous donne à percevoir ce qu'est la détermination que chaque sujet, dit Lacan, reçoit de l'autre dans son histoire psychique. La nouvelle de Poe permet à Lacan d'illustrer donc une notion capitale à son enseignement, celle de la chaîne signifiante et du signifiant. Ce que découvre Lacan, c'est que l'ordre auquel la subjectivité, donc le sujet, est assujetti, n'est autre que l'ordre du langage, appelé également ordre symbolique, et plus particulièrement, le sujet est assujetti à un ou plusieurs signifiants qui déterminent sa trajectoire. Ce qu'on l'appelle sujet est donc assujetti nécessairement à un ordre qui le dépasse, l'ordre du langage. Et ce qu'on appelle sujet est l'effet d'un signifiant, du signifiant, effet donc d'une structure et d'une combinaison langagière. Pour Lacan, donc, sujet, ce qu'on appelle sujet n'est pas d'abord donné. C'est l'effet performatif d'une structure, appelée chaîne signifiante, et d'une trajectoire dont il est lui-même l'effet. Lacan infléchit ici très singulièrement la théorie freudienne de l'inconscient par la mise en évidence de ce qu'on pourrait appeler la dimension langagière de l'inconscient. Pour Lacan, l'inconscient est marqué au sceau du langage. Lacan d'ailleurs distingue trois ordres, le symbolique, l'imaginaire et le réel. Le symbolique est le système de signes dans lequel l'homme se trouve plongé dès avant même sa naissance du fait qu'il est parlé, que l'on parle de lui, qu'on l'attend. Bien avant même donc sa venue au monde. C'est ce système de signes qui forme l'inconscient, ou encore ce que Lacan appelle l'autre, avec un A majuscule, et qu'il désigne parfois comme trésor de signifiants, où l'on retrouve l'idée d'un ensemble constitué, donc vaste mais fini, qui préexiste à l'individu et est indépendant de la conscience que cet individu en a. D'une certaine manière, Lacan, et surtout ce qu'on appelle le premier Lacan, affirme la primauté du symbolique sur les deux autres ordres que sont l'imaginaire et le réel, et déclare que c'est le symbolique, donc le langage, avec son caractère collectif, qui est déterminant par rapport à l'expérience individuelle. Dès 1955, donc dès le séminaire sur la lettre volée, Lacan précise le fonctionnement du symbolique en introduisant donc cette fameuse notion de signifiant.
Ce faisant, Lacan s'inspire des travaux d'un linguiste célèbre, Ferdinand de Saussure, qui pose la langue comme un système et propose une théorie du signe qui unit un concept à une image acoustique, un signifiant à un signifié. Mais dans la conception lacanienne, la linguisterie lacanienne, comme il dit, le signifiant l'emporte toujours sur le signifié, l'énonciation sur l'énoncé. Ce qui est dit se dédouble toujours et recèle une part de non-dit qui fait signe vers l'inconscient et le rend manifeste. Dans le séminaire sur la lettre volée, Lacan écrit « Ce que cette structure de la chaîne signifiante découvre, c'est la possibilité que j'ai, justement dans la mesure où sa langue m'est commune avec d'autres sujets, c'est-à-dire où cette langue existe, de m'en servir pour signifier toute autre chose que ce qu'elle dit. Pour m'en servir pour signifier toute autre chose que ce qu'elle dit. Chaque langue particulière autorise donc le sujet à bien des sous-entendus qui manifestent des motions, des désirs dont il ignore dans bien des cas être le porteur. C'est ce qui arrive d'ailleurs quand on commet un lapsus, quand notre langue fourche, quand le locuteur donc se trouve dans cette situation d'être sujet au signifiant, de dire sans l'avoir voulu, ou du moins, le pense-t-il, une chose qui manifeste une motion qui fait sens, un lapsus fait sens, c'est bien tout le problème, un sens le plus souvent qu'on aurait préféré taire. Ce cas particulier du lapsus, en fait, peut être extrapolé à l'intégralité, si l'on veut, des manifestations de l'inconscient. Ce cas particulier du lapsus rend manifeste une dimension dont le sujet ne connaît pas l'existence et qui court pourtant dans tout ce qu'il dit. C'est ça l'hypothèse de l'inconscient. C'est qu'en fait, quand on parle, eh bien, on ne sait pas précisément ce qu'on dit d'un point de vue inconscient. Et que ces petits moments de lapsus, d'ouverture, de craquement, disons, où la langue fourche, quelque chose s'énonce dont on n'avait pas conscience et pourtant qui fait particulièrement sens pour le sujet. La question du langage et de la parole constitue donc le fil rouge de la psychanalyse lacanienne. S'il fallait caractériser la contribution de Lacan à l'histoire de la psychanalyse, ce serait sans doute par ce trait qui vient à Lacan de sa lecture, encore une fois, de la linguistique saussurienne et aussi de sa connaissance des travaux de Lévi-Strauss et de Roman Jakobson. On trouve d'ailleurs cette formule de Lacan dans les structures freudiennes des psychoses. Je cite Lacan pour vous faire entendre aussi un peu sa langue, sa double langue. Nous traduisons Freud et nous disons, dit Lacan, cet inconscient, c'est un langage. À l'occasion de la commémoration du centenaire de la naissance de Freud, Lacan déclare encore la même anomalie qu'il s'agit dans les rapports de l'homme au langage. Freud l'a rencontrée dans sa pratique médicale quand il est tombé sur ce champ où on voit les mécanismes du langage dominer et organiser à l'insu du sujet, en dehors de son moi conscient, la construction de certains troubles qui s'appellent névrotiques. Dans un célèbre discours que Lacan a prononcé en 1953 à Rome et qui a été repris dans les écrits sous le titre « Champ et fonction du langage et de la parole en psychanalyse », qui est sans doute un texte tout à fait éclairant si vous voulez avoir une idée de ce que raconte Lacan. Lacan insiste sur ce qu'il qualifie de dimension de la parole. Freud invente, vous vous en souvenez sûrement, la psychanalyse avec Anao comme cure de parole. Anao, elle a une formule géniale, elle dit à Freud que ce qu'il fait avec elle, ce qu'il trafique avec elle, c'est une talking cure, c'est une cure de parole. Mais Freud ne place pas explicitement la parole au centre de l'édifice théorique de la psychanalyse. Pour Freud, la parole participe de la technique. Elle a une fonction indéniable, mais qui reste d'une certaine manière incidente. La place que Freud fait au langage n'est pas négligeable dans ses œuvres. Vous savez que Freud s'est intéressé par exemple à la littérature, mais il fait une place au langage dans l'interprétation du rêve, dans la psychopathologie de la vie quotidienne, notamment quand il interroge les lapsus, ou encore dans ce texte très important qui s'appelle « Le mot d'esprit et sa relation avec l'inconscient ». Si donc Freud est bien conscient des effets du langage dans la structure d'un mot d'esprit, par exemple, ou dans un rébus sur lequel peut reposer un rêve, il ne thématise pas, Freud, la place du langage en tant que tel dans ses relations avec l'inconscient. C'est Lacan qui, d'une certaine manière, fait cela. Lacan, donc, lecteur de Freud, avec la contribution du structuralisme et de la linguistique, place, quant à lui, la parole au centre de la question du sujet. Au début du discours de Rome, donc, Lacan énonce une phrase très simple, mais qui me semble très centrale à sa conception de la psychanalyse. Il dit «
La psychanalyse, et elle est simple cette phrase, on lui reproche souvent d'être très complexe, mais là c'est d'une simplicité prosaïque. Il dit « La psychanalyse n'a qu'un seul médium, la parole du patient. Or, toute parole, dit Lacan, appelle réponse. La psychanalyse n'a qu'un médium, la parole du patient. » Cette déclaration peut faire l'effet d'une évidence qui confine au truisme. Pourtant, ses prémices et ses conséquences sont tout à fait colossales. Toute la psychanalyse lacanienne, aussi complexe et hermétique soit-elle, au fond, peut se résumer à cet énoncé princeps. Le psychanalyste, depuis que Freud a abandonné l'hypnose et la sollicitation suggestive directe de ses patients, vous savez que Freud a cessé également d'interroger ses patientes pour les écouter, depuis qu'il a entendu très tôt d'une de ses patientes la demande qu'il se taise pour les laisser parler. La psychanalyse, donc, c'est donc véritablement de ce que ces patientes hystériques lui ont demandé, à partir de ce que ces patientes hystériques lui ont demandé, que Freud invente la psychanalyse. Ça n'est pas une exagération de le dire. La psychanalyse repose donc sur un moyen qui peut paraître très fragile ou impuissant face à la douleur psychique ou à la violence d'un symptôme. La parole, et Lacan précise, la parole du patient. Ce n'est pas même la parole comment dire, de guérison de l'analyste qui opère. C'est la parole du patient et sa réception par l'analyste. Alors, qu'est-ce à dire ? Que ce n'est donc pas la parole du thérapeute qui guérit pour Lacan, mais bien celle du sujet, celle du patient, que le patient adresse à l'analyste et dont l'analyste accuse réception, le cas échéant par une réponse articulée, ou même par une écoute, fût-elle silencieuse, que Lacan considère comme une réponse. Parfois, on fait une critique sévère du lacanisme et du silence des psychanalystes lacaniens, mais au fond, ce silence est tout sauf une non-réponse. Pour Lacan, le silence, y compris, est une réponse, est un accueil de la parole. Lacan écrit « Le langage humain constituerait donc, dit-il, une communication où l'émetteur reçoit du récepteur son propre message sous une forme inversée, formule que nous avons eu qu'à reprendre de la bouche de l'objecteur pour y reconnaître la frappe que nous n'avons eu à reprendre de la bouche de l'objecteur pour y reconnaître la frappe de notre propre pensée, à savoir que la parole inclut toujours subjectivement sa réponse et que le « tu ne me chercherais pas si tu ne m'avais pas trouvé » ne se fait qu'homologuer cette vérité. Comment est-ce possible ? Lacan découvre que, comme le rêve, la parole du patient, y compris même la parole la plus anodine, une parole en apparence superficielle, engage l'intégralité du rapport du sujet au langage dès qu'il ouvre la bouche, et donc avec laquelle, par cette parole même anodine, le sujet est immédiatement en prise avec la chaîne signifiante qui l'active. L'inconscient tel que le conçoit Lacan est donc littéralement transindividuel. Il est, dans le discours du sujet, des émergences du discours de l'autre, avec un A majuscule. Ces émergences affleurent à même la chaîne signifiante, au fil donc du discours du sujet. C'est ce qui fait que dans un énoncé simple et en apparence banal, peut venir loger un mot, une syllabe, une inflexion, un oubli de nom, un trébuchement dans l'énonciation qui ouvre la voie à l'autre et fait entrevoir un bout de l'autre scène, comme dit Freud, qu'est l'inconscient. Une parole anodine peut donc donner accès à une découverte qui peut être cruciale pour le sujet, mettre en mouvement toujours le sujet dans son rapport à l'inconscient. La parole emporte donc avec elle une dynamique pour Lacan et une économie qui est celle du sujet parlant tout entier. Que la parole porte sur la pluie et le beau temps ou qu'elle soit parole d'une confidence douloureuse, elle recèle pour Lacan des traces et une structure qui ne sont certes pas identiques à celles du rêve dont Freud a montré qu'il était la voie royale à l'inconscient, mais qui lui sont pour Lacan intimement liées. Dans le rêve, après tout, tout est langage. Ces mots, les mots, ce qu'on imagine les mots du rêve qui sont en fait des images hallucinatoires, mais aussi le fait que tout récit de rêve, comme l'a montré Lacan, peut... Alors Freud parlait de rébus, mais que, y compris ce reçu de rêve qui repose sur un rébus, n'est pas exempt de jeux de mots, de jeux sur la lettre ou de jeux sur le signifiant. Certains rêves, d'ailleurs, sont construits sur des jeux de mots, mettant au jour pour ce que Lacan appelle la structure langagière de l'inconscient. J'en donnerai simplement un exemple personnel. Ça n'est pas moi, mais dans mon entourage. Un homme qui s'était récemment mis en ménage avec une femme, donc, dont la mère était une riche propriétaire immobilière et possédait un superbe appartement à Paris, rêve
nuitamment de Napoléon. Un long rêve sur Napoléon. Au réveil, il se remémore son rêve, il nous le raconte, et ne comprend pas la présence du grand homme que rien n'explique, sauf un jeu de mots qui brutalement le traverse, alors qu'il laisse libre cours au petit déjeuner à ses associations. Il dit « Napoléon, Bonaparte ». La boucle du signifiant est bouclée. L'éclat de rire que ça vous inspire est exactement celui qui nous a tous saisis. Bonaparte, elle avait un superbe appartement boulevard Raspail, cette belle-mère. Et l'éclat de rire qui le secoue, lui, à ce moment-là, et qui nous secoue aussi, produit cette association donc, qui vient fournir au rêveur un élément d'interprétation du rêve. Parfois, on dit, est-ce que vous êtes sûr qu'on a trouvé la juste interprétation ? Un grand éclat de rire, c'est une forme de vérification d'une interprétation juste. Alors, voilà, sans transition, si j'ose dire, le désir, donc le langage est cette dimension centrale, et le langage, pour Lacan, cette structure langagière de l'inconscient, est inséparable de ce qu'il appelle le désir. Le désir est donc l'autre aspect que Lacan déploie à partir de Freud et à laquelle il donne une place déterminante dans son élaboration théorique et sa pratique clinique. Le désir, chez Lacan, a pour source, là aussi, une source freudienne, le souhait, qui se manifeste dans le rêve, ce qu'en allemand Freud appelle Wunsch, et qui, dans la conception freudienne, correspond à une tendance inconsciente tendant à rétablir les signes des premières expériences de satisfaction. Le désir dont il s'agit donc, pour Freud comme pour Lacan, est d'abord de nature inconsciente. Il n'est donc pas, quand on parle de désir, il n'est donc pas accessible immédiatement au sujet, et pourtant le soutient et le constitue, ce sujet. Dans l'interprétation du rêve, Freud soutient que tout rêve est la réalisation d'un souhait inconscient, même et y compris les cauchemars et les rêves d'angoisse. De ce souhait auquel Lacan donne le nom de désir, donc, Lacan fait grand cas. Comme Freud avant lui, Lacan n'identifie pas le désir au besoin. Le besoin, dit Lacan, vise un objet spécifique et s'en satisfait. La demande est l'objet d'une formulation et d'une adresse à autrui. Pour Lacan, le désir naît donc de l'écart entre le besoin et la demande. La théorie de Lacan est que le désir inconscient n'est ni réductible au besoin, car il n'est pas dans son principe en relation avec un objet réel, ni à la demande, car il cherche inconditionnellement à s'imposer par-delà le langage ou l'inconscient de l'autre et cherche absolument à être reconnu. Le désir constitutif de l'humain est donc une dimension, dit Lacan, frappée au sceau de l'au-delà. Dans le séminaire sur les formations de l'inconscient, un séminaire précoce, Lacan insiste sur l'origine freudienne du désir inconscient qu'il marque de son sceau propre, c'est-à-dire du sceau du signifiant. Je vais lire quelques phrases de ce séminaire. « J'ai simplement, dit Lacan, pointé hier soir l'originalité du moment que constitue dans l'examen des phénomènes de l'homme la mise au premier plan par toute la discipline freudienne de cet élément privilégié qui s'appelle le désir. Je vous ai fait remarquer que jusqu'à Freud, cet élément en lui-même avait toujours été réduit et par quelques côtés élidé précocement. C'est ce qui permet de dire que jusqu'à Freud, toute étude de l'économie humaine est plus ou moins partie d'un souci de morale, d'éthique, au sens où il s'agissait moins d'étudier les désirs que d'ores et déjà le réduire et le discipliner. Or, dit Lacan, c'est aux effets du désir au sens large. Le désir n'est pas un effet à côté que nous avons à faire dans la psychanalyse. Ce qui se manifeste, dit-il encore, dans le phénomène du désir humain, c'est sa foncière subduction, pour ne pas dire subversion par le signifiant. Voilà le sens de tout ce que je m'efforce de vous rappeler, le rapport du désir au signifiant. Le désir, donc, pour Lacan, est noué au signifiant. Son origine est inconsciente, elle est chiffrée, et pour l'essentiel, elle est illisible, comme la figure du rêve. Cette dimension donc du désir que Lacan tient pour inséparable de ce qu'il considère comme l'humanité de l'homme, il la tient pour centrale non seulement au sujet lui-même, mais également à la psychanalyse et à la dynamique de la cure. Le désir, ainsi que le soutient Lacan, est donc inséparable d'un phénomène que Freud très tôt a mis au jour et que Lacan revisite, notamment en relisant un très célèbre dialogue platonicien qui s'appelle Le Banquet. Et cet autre phénomène très important pour la psychanalyse et que Lacan lie au désir, c'est celui du transfert. Dans le séminaire de 60-61, Lacan insiste même sur le désir d'un sujet en particulier qu'il juge absolument central à la possibilité de la cure. Et ce désir, dit Lacan, c'est le désir de l'analyste. C'est le désir de Socrate, si vous voulez.
Lacan ira jusqu'à soutenir que la résistance dans l'analyse, qu'une analyse qui n'avance pas, ça n'est pas d'une certaine manière la responsabilité du patient, c'est la responsabilité du désir de l'analyste. Ça ne fait pas d'ailleurs plaisir à tous les analystes d'entendre une telle chose. Il ne s'agit pas tant pour Lacan, au fond, de faire peser sur l'analyste une culpabilité particulière que d'insister sur une chose tout à fait centrale pour lui, à savoir que ce qu'on appelle le désir inconscient, c'est toujours le désir de l'autre. Et que si donc une cure n'avance pas, c'est parce que dans la dynamique du transfert, c'est-à-dire de la relation très particulière et asymétrique entre le patient et l'analyste, eh bien, le désir est d'une certaine manière en panne, le désir du patient est en panne de ce que ce désir du patient est désir de l'autre. Lacan appelle cela la foncière aliénation du sujet, du désir du sujet en tant que désir de l'autre. Pour Lacan, donc, le désir de l'homme, qui est situé entre besoin et demande, émerge à mi-chemin entre corps et langage, sans pouvoir se réduire ni à l'une ni à l'autre de ces dimensions. Et ce désir ne vient pas, dit Lacan, à l'homme, sans l'intervention d'une instance tiers, qu'il nomme précisément cet autre avec un A majuscule. Mais l'autre dont il s'agit, pour Lacan, avec un A majuscule, n'est pas un humain. C'est une instance sans visage, un lieu, dit-il parfois, qui constitue un point d'accroche et d'aliénation primordiale du sujet et de son désir. C'est la raison pour laquelle, dans un mouvement en partie appuyé sur la dialectique hegélienne du maître et de l'esclave, Lacan conçoit que le désir vient au sujet en provenance de l'autre. Je lis. C'est donc dans la mesure où le sujet s'identifie au fantasme fondamental que le désir comme tel prend consistance et peut être désigné, que le désir dont il s'agit pour nous est enraciné par sa position même dans l'inconscient, c'est-à-dire aussi, pour rejoindre notre terminologie, qu'il se pose dans le sujet comme désir de l'autre, grand A. A étant défini pour nous comme le lieu de la parole, ce lieu toujours évoqué dès qu'il y a parole, ce lieu tiers qui existe toujours dans les rapports à l'autre, avec un petit a, dès qu'il y a une articulation signifiante. Ce grand A, dit Lacan, n'est pas un autre absolu, un autre qui serait l'autre de ce que nous appellerons dans notre verbigération morale, l'autre respecté en tant que sujet, en tant qu'il est moralement notre égal. Non cet autre, tel que je vous apprends ici à l'articuler, à la fois nécessité et nécessaire comme lieu, mais en même temps perpétuellement soumis à la question, dit Lacan, de ce qui le garantit lui-même. C'est un grand autre, perpétuellement évanouissant et, de ce fait même, qui nous met nous-mêmes dans une position perpétuellement évanouissante. Dans son exploration du désir, donc Lacan isole ce qu'il appelle l'objet cause du désir, qu'il note objet petit a, entre parenthèses. Ça, c'est aussi une invention de Lacan. Cet objet petit a, ça n'est pas vraiment l'objet désiré, mais l'objet qui fait naître le désir, qui est attaché à lui. Cet objet petit a est ce qui, dans le désir, tient lieu de cause. Il est l'objet perdu avec lequel, comme l'avait montré Freud, les retrouvailles sont impossibles, mais qui déterminent les choix d'objets de désir pour le sujet. Alors, pour rendre compte de cette affaire de l'objet petit a, qui est l'une des grandes affaires de l'inconscient lacanien, je vais me permettre de tirer un exemple de ma clinique, qui, j'espère, vous fera comprendre ce dont il s'agit. Alors, c'est un petit extrait de cure. C'est une jeune femme en analyse qui rapporte un détail qui la frappe depuis quelque temps. Un tout petit détail, un tout petit, presque rien. Quand elle lit un texte, dans le cadre de son travail ou pour son plaisir, une syllabe se détache de temps en temps au fil de sa lecture. Elle s'aperçoit qu'elle ne peut s'empêcher d'y prêter attention, que cette expérience qui est très fugace l'affecte et la trouble. Elle associe immédiatement cette expérience minuscule au patronyme de son petit ami dont elle s'est récemment séparée et qui comporte cette syllabe. Donc le nom de ce petit ami comporte cette syllabe. À l'époque de leur relation, elle était confusément consciente de l'attachement qu'elle portait au nom de cet homme, même s'il lui était difficile de séparer cette syllabe, si j'ose dire, des sentiments qui la liaient à lui. Depuis leur rupture, ce nom continue de la hanter en réapparaissant dans certains mots de la langue écrite. Elle me dit, j'ai trouvé cette formule très intéressante, qu'elle voyait clignoter cette syllabe, banale en français, c'était OI, je crois, dans les mots qu'elle croise, au hasard de ses lectures, et en ressent une émotion qu'elle a du mal à expliquer, outre le fait que cette combinaison de lettres lui rappelle l'homme qu'elle a aimé. Elle se demande même à un moment si ce nom n'a pas en partie contribué à la séduction profonde que cet homme a pu exercer sur elle. Dans le fil d'une élaboration qui suit, il lui revient
que cette syllabe, dont de très nombreux mots français sont faits, est également présente dans le nom de jeune fille de sa mère. Lui revient également dans la foulée un souvenir concernant ce patronyme maternel. Celui-ci, le nom de sa mère, avait subi lors de la naturalisation de sa génitrice une légère modification orthographique à l'endroit précis de cette syllabe. OI, en fait, c'était traduction de OUA, wa et wa. Elle se rend compte brutalement que le hasard veut qu'une partie de la famille, le nom s'écrit OUA et dans l'autre OI. Et elle se dit que c'est vraiment très étrange. L'officier d'état civil, à l'époque, avait cherché à franciser le nom étranger et avait fait 2 transcriptions parallèles. Bref. La syllabe, donc, qui se trouve et se retrouve dans le nom de l'intrémé, semble se confondre avec lui, se perdre avec lui, est susceptible de faire retour dans le monde ou dans la langue écrite et exerce confusément sur le sujet une séduction qui n'est pas indifférente à ce que Lacan, me semble-t-il, a appelé l'objet petit a. Cet objet clignote, c'est pour ça que ce terme, je l'ai trouvé vraiment très juste, clignote parfois au fil d'une lecture, ainsi que le formule justement cette femme, et rappelle le sujet à son désir, semble obscurément même désigner ce que Lacan appelle l'objet du désir, à défaut de pouvoir le représenter. Au fond, elle ne sait pas ce qu'il y a dans cette syllabe. La seule chose qu'elle sait, c'est que quand elle la croise, cette syllabe, et sans pouvoir l'expliquer, quelque chose lui arrive. Jacques Lacan désigne donc par le terme d'objet petit a l'objet, je cite, désiré par le sujet et qui se dérobe à lui au point d'être non représentable ou de devenir un reste non symbolisable. C'est ça, c'est un reste. Mais un reste qui produit des effets psychiques. Cet objet donc, que Lacan désigne comme partiel, qui n'apparaît jamais que sous une forme éclatée, ici presque amovible, s'illustre dans le séminaire sur le transfert sous ce que Lacan appelle les espèces de l'agalma, cette notion développée par Platon dans le Blanquet. Lacan rapportait que c'est dans un vers d'Écube, de l'Écube d'Euripide, que ce mot l'a frappé, agalma. Statue des dieux, l'agalma est dans l'Antiquité cet objet magique de dévotion ou de culte qui lui permet de penser ce que Lacan nomme le pouvoir spécial de l'objet, dont il note la fonction de fétiche, en l'occurrence de fétiche maternel, et dont il tente de comprendre le sens au-delà de la fonction. À l'agalma, donc, est attachée une idée d'éclat, de brillance, qui irrésistiblement attire. Je cite, c'est ça l'objet. L'objet cause, c'est ce qui brille. C'est assez pour nous d'indiquer qu'il s'agit du sens brillant, du sens galant, c'est Lacan qui parle, car ce mot vient de gale, G-A-L, éclat en vieux français. En un mot, de quoi s'agit-il, sinon ce dont nous, analystes, avons découvert la fonction sous le nom d'objet partiel. L'agalma, donc, dont témoigne la syllabe, fait signe vers l'objet petit a, aussi énigmatique que désirable, donc vers l'objet perdu. On ne sait pas ce qu'est cet objet, on ne sait pas comment il fonctionne, et il se présente pourtant à nous sous certaines formes de temps en temps. En plusieurs endroits de l'œuvre, Lacan déclare que l'inconscient est structuré comme un langage. C'est peut-être avec ça que je finirai. Cette formule, on le sait, a fait couler beaucoup d'encre. Dans un texte tardif, Lacan explique un peu plus précisément ce qu'il entend par là. Et il dit « L'inconscient d'être structuré comme un langage, c'est-à-dire la langue, en un seul mot, la langue, qui l'habite, est assujettie à l'équivoque dont chacune se distingue. Une langue, entre autres, n'est rien de plus, dit Lacan, que l'intégrale des équivoques que son histoire y a laissé persister. » Que veut dire Lacan par là ? Non pas que l'inconscient est une langue, mais que l'inconscient fait feu de tout bois dans la langue et que sa matière première est le signifiant. Un peu comme cette syllabe, si vous voulez. Que l'inconscient n'est pas tant parlant, mais qu'il a une structure langagière, la structure d'une langue. Une langue, après tout, c'est une syntaxe et un lexique, c'est-à-dire des mots, des signifiants, si vous voulez, et des règles de combinaison. Eh bien, l'inconscient n'est pas une langue particulière. Les locuteurs du français n'ont pas tous le même inconscient. Mais ce qui est certain, c'est que l'inconscient est construit, structuré comme une langue, c'est-à-dire avec des mots et des règles de combinaison, une syntaxe et un lexique. Freud avait montré, vous le savez, que le rêve a une étoffe écrite et avait eu recours à la métaphore de l'écriture pour rendre compte de ce qu'il a appelé la trace mnésique. Lacan ajoute la notion de la langue, en un seul mot, L-A-L-A-N-G-U-E, pour rendre compte de la structure langagière de l'inconscient. Et il précise, c'est dans un texte un peu plus tardif encore, la langue sert à toute autre chose qu'à la communication. C'est ce que l'expérience de l'inconscient nous a montré, dit Lacan, en tant qu'il est fait de la langue. C'est la langue, dont vous savez que je l'écris en un seul mot, pour désigner ce qui est notre affaire à chacun, la langue, dit Lacan, dite maternelle, et pas pour rien dite ainsi.
La langue, donc, est ce dont la langue maternelle est faite. C'est une matière phonique, faite d'onomatopées et de lalation, dans laquelle l'enfant est pris dès sa plus tendre enfance, bien avant de pouvoir vraiment parler. Et c'est cette langue fondée sur la répétition et sur l'homophonie, une langue que les poètes d'ailleurs cherchent à rejoindre par la versification et par la rime, une langue d'en deçà la signification et du dictionnaire, d'en deçà la signification et d'en deçà le dictionnaire, si vous voulez, une langue pourtant que chaque sujet porte en lui et dont il porte des empreintes indélébiles. Là, la langue, donc, renvoie le sujet, dit Lacan, de signifiant en signifiant sur un fil sur lequel il glisse, le sujet, sans pouvoir maîtriser les idées ou les représentations qui lui viennent. Un exemple me vient pour cela, c'est, je pense que vous connaissez cette petite comptine française qui s'appelle « Trois petits chats ». Je ne sais pas si vous la connaissez tous, mais enfin, « Trois petits chats », c'est la langue, d'une certaine manière. Ça a la forme de la comptine, la langue, c'est-à-dire de trois petits chats, je ne sais même plus maintenant comment ça marche, bien sûr, trois petits chats, chapeau de paille. Eh bien, de trois petits chats à chapeau de paille, qu'y a-t-il ? Il y a ce saut métonymique sur le fil de la langue, entre une syllabe et l'autre, qui fait qu'on associe des mots de fil en aiguille, de syllabe en rime, et que ces représentations insensées, qui s'enchaînent pour nous avec plus ou moins de plaisir, surtout pour les jeunes locuteurs, sans doute parce qu'elles gardent la trace, disons, de ce tourbillon réel et jubilatoire qu'a constitué la langue. C'est à ça que servent les comptines, d'une certaine manière, à faire entrer le sujet dans la langue en deux mots, à le faire passer de la langue à la langue. Et c'est pour ça qu'on aime bien ces comptines, même enfin en tout cas en ce qui me concerne, même longtemps après avoir perdu la langue et en étant encore constituée d'elle. Alors, en conclusion, je dirais que pour Lacan, qui est freudien, donc si tout le monde est lacanien maintenant, ou presque, l'inconscient est un savoir dont la langue est faite, un savoir qui ne nous est pas disponible, un savoir dont le sujet reste privé, ce que Lacan sera tenté de considérer comme un non-savoir. L'inconscient parle, dit Lacan, et il parle même une vérité d'un genre tout à fait particulier, qui s'exprime dans ces formations de l'inconscient qu'on appelle le rêve, le lapsus ou le symptôme. La vérité dont il s'agit dans l'inconscient pour Lacan n'a pas de meilleure, au fond, instantiation, exemplification que la langue qui fourche. Ce que Lacan définit comme l'inconscient, donc, hérité de Freud, relève du principe de refoulement. Le moment de la langue qui fourche, c'est le moment où quelque chose nous arrive qu'on n'avait absolument pas prévu de dire et qui fait apparaître une dimension qui nous échappe et qui pourtant, de proche en proche, tout de même, peut faire sens pour nous. Dans La chose freudienne, un texte célèbre de Lacan, Lacan écrit même « Mais voici, dit Lacan, que la vérité dans la bouche de Freud prend la dite bête aux cornes et dit « Moi, la vérité, je parle ». La vérité freudienne, donc pour Lacan, qui se déclare dans ce séminaire, est le fait nouveau pour lui et l'apport du freudisme. La chose parle d'elle-même, dit Lacan. Tantôt la vérité du sujet qu'est l'inconscient, de lui inconnaissable, se chiffre en symptôme, tantôt cette vérité se manifeste en rêve, en acte manqué ou en lapsus. La vérité dont il s'agit là n'est pas du tout, au fond, la vérité au sens de l'histoire de la métaphysique. C'est la vérité du symptôme. C'est la vérité d'un certain nouage, d'une dimension autre. Lacan insiste d'ailleurs sur ce qu'il désigne comme le tournant du symptôme dont la vérité a été évoquée. La dimension du symptôme, dit Lacan, c'est que ça parle. En fait, c'est ça, et c'est par là que Freud commence à dénouer finalement la douleur des hystériques et le symptôme des hystériques. C'est qu'il entend que le symptôme hystérique, c'est un chiffrement finalement. C'est une manière de chiffrement. Ça parle, mais ça ne peut pas parler. Et donc ça parle par ce biais-là. Ça n'a pas d'autre choix que de parler par le nouage du symptôme. Ça parle, dit Lacan, même à ceux qui ne savent pas entendre, qui ne veulent pas entendre. Ça ne dit pas tout, même à ceux qui savent. La promotion du symptôme, dit Lacan, c'est ça le tournant. Le tournant, donc, où le symptôme peut se définir comme une forme de réponse métaphorique, c'est-à-dire substitutive et douloureuse, à l'appel de la parole. C'est la formule même du symptôme qui se noue et se dénoue, se déplace à se formuler en parole. Et c'est ce que Freud a compris, et c'est comme ça qu'il a commencé à guérir ses premières patientes, les hystériques. Lacan, donc, met en évidence ici ce qu'il appelle le fait que le sujet pâtit du signifiant. Et dans pâtir, on entend bien sûr la passion du signifiant, qui est à la fois la jouissance extrême et la douleur
et une douleur absolument mortifère. Voilà. Alors, l'inconscient, donc, l'inconscient lacanien, obéit au principe de plaisir, ça c'est l'idée freudienne, il vise une satisfaction sans limite. Dans le même temps, c'est aussi une idée freudienne, l'inconscient, c'est ce que Freud découvre dans l'au-delà du principe de plaisir, est régi par la loi de la répétition, de la compulsion de répétition. Et donc, au fond, l'inconscient, il est régi par une manière ou un principe de refoulement, mais aussi une recherche de jouissance. Une jouissance qui est compris tout sauf comme plaisir, qui est compris comme plaisir extrême, plaisir qui va jusqu'au point de l'absolu des plaisirs et qui manifeste la dimension de pulsion mortifère. Ce que Freud a découvert donc et que Lacan reprend, est que l'inconscient répète la même formation de l'inconscient, le symptôme. Son régime, donc, c'est la compulsion de répétition et son modèle, c'est, dit Lacan, l'automatone. Lacan fait donc de l'inconscient une vérité, voire la vérité ou le lieu de la vérité, et du savoir, la censure de la vérité. L'inconscient, pour Lacan, est un savoir qui ne se sait pas. Il le définit aussi comme un savoir qui nous dépasse. Il est alors quelque chose qui se dit sans que le sujet sache exactement ce qu'il dit. Alors, pour conclure définitivement cet exposé, je reviendrai un instant sur son titre qui m'a été suggéré par Raphaël Zaguri-Orly et Joseph Cohen, Lacan, l'inconscient. Ce titre, au fond, j'y réfléchissais en écrivant cette conférence, à quelque chose de très lacanien, parce qu'en fait, il redouble ou il recèle un jeu de mots assez drôle, à mon sens. D'une certaine manière, on pourrait dire que Lacan, l'inconscient, s'entend comme un épithète au nom de Lacan. Lacan, virgule, l'inconscient, si vous voulez. Par là, je sous-entends deux choses. D'abord, que Lacan a cherché dans son enseignement et jusque dans son style à transmettre l'expérience de l'inconscient en s'approchant au plus près de son bord langagier et a pris le risque donc de passer pour inconscient. C'est d'ailleurs ce qu'un certain nombre de psychanalystes de l'IPA considèrent, qu'il est complètement inconscient, ce psychanalyste. Il fait des choses tout à fait démesurées et dangereuses. Donc inconscient, au sens que l'on donne traditionnellement à ce mot, Lacan a pris le risque, me semble-t-il, de l'incompréhension, du ridicule et de la bêtise. Mais c'est un risque qu'il a absolument assumé. C'est un risque qui, pour lui, est complètement inséparable et la manifestation la plus éclatante et la plus énigmatique, en fait, de l'inconscient, qui se manifeste dans un lieu où vous rencontrerez l'incompréhension, le ridicule et la bêtise, qui est le rêve. Et donc, appeler Lacan inconscient, c'est sans doute la plus belle chose qu'on puisse dire de lui. Voilà, je vous remercie.